analyse, dans le parcours d'une analyse. Ça, voilà, c'est Jacques Alain Miller qui disait en effet qu'on ne devrait pas faire les mêmes rêves en début, en fin d'analyse. Il reprenait ça. Oui, en effet, quelque chose qui, quant au désir, devrait être modifié. Alors, c'est ça que vous voulez dire quand vous notez dans le sous-titre place des formations de l'inconscient dans les cures psychanalytiques. Quelle place ça a, quelle place on leur donne, est-ce qu'on les... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu à un moment donné comme un désintérêt pour les formations de l'inconscient, comme si c'était de la parlotte, ni plus ni moins, comme si c'était, voilà, les formations de l'inconscient, ben c'est l'inconscient freudien. Ça, je pense que ça a été interprété comme ça. C'est l'inconscient freudien, donc on s'en occupe. Parce que c'est plus intéressant de s'occuper de l'inconscient lacanien réel. Alors c'est quoi l'inconscient réel? Comment vous allez l'aborder, l'inconscient réel, via l'inconscient freudien. Oui, via les signifiants, via ce qui s'est... Ah oui, alors je vous parlais d'une très jolie... Lacan a fait un lapsus au cours de son séminaire. Vous voyez, ça peut arriver, moi je le disais tout à l'heure. Mais lui, c'était un lapsus calami. Il s'est trompé dans l'écriture de ses discours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon. Et donc, lui, tout de suite, il ne fait pas très attention et il revient la semaine suivante en disant « Vous avez fait la volonté de me dire que c'était un lapsus. Oui, en effet, ce n'est pas une erreur grossière. » Et il prend la chose au sérieux. C'est là qu'il se met à je vous y renvoie, c'est la séance du 10 mai 77, hein, c'est dans l'une bévue, non hein, l'insu que c'est, oui, c'est ça. Et donc, il montre que, voilà, les formations de l'inconscient, c'est quand même par là qu'il faut passer. Et il dit ceci, ce dont j'ai essayé de lui donner corps, l'inconscient, avec la création du symbolique, a très précisément ce destin, que ça ne parvient pas à son destinataire. Comment se fait-il pourtant que ça s'énonce? Voilà l'interrogation centrale de la psychanalyse. Partons de ce qui s'énonce. Alors, n'en faisons pas une chose vaine parce que ça ne parvient pas à son destinataire et que ça tourne autour de l'inconscient. Encore faut-il approcher ce qu'il en est du désir, n'est-ce pas? Et je pense qu'on a beaucoup parlé de jouissance aussi ces temps derniers. Oui, c'est important avec le GA, mais nous sommes des êtres parlants. Nous n'avons pas seulement un cerveau, comme dit l'autre, nous ne sommes pas humains parce que nous avons un cerveau, n'est-ce pas? Mais parce que nous parlons, c'est ça qui... c'est la parlotte qui, comme le disait Lacan, à laquelle d'ailleurs nous invitons nos analysants, c'est vrai. Hein? Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Alors, bien sûr, on ne va pas les laisser parler des heures et des heures, comme on faisait à une époque, 3/4 d'heure de séance, mais avec une durée variable. Et justement, en ne donnant pas, en n'insistant pas non plus sur un point essentiel, sur la coupure symbolique. Je veux dire, il ne s'agit pas non plus de donner... Lacan insiste beaucoup sur cette coupure. Vous savez, ça dépend, tout dépend avec son Borroméen, là, et puis son tort. Il dit on peut aussi faire recouvrir, le symbolique peut tout recouvrir. Tout dépend comment on coupe. Si on coupe sur le signifiant, eh bien, ça fait proliférer de la signification. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous donnez place à un tout inconscient.
Donc comment arriver à ce point où l'inconscient c'est un trou? Voilà. Mais pour y arriver, il faut passer par le symbolique. C'est pas le choix. Et forcément l'imaginaire auquel on accroche le corps d'ailleurs. Comment arriver à ce trou? Il le dit jusqu'au bout, Lacan. Il élabore l'inconscient pour produire ce trou. Élaborer l'inconscient pour produire ce trou. Voilà. Comment on peut produire ce trou? Quelque chose, ce point de l'unerkannt où il y a le non reconnu, le non saisissable, où il n'y a plus rien à ajouter. N'est-ce pas, Annie? Anne. Oui. C'est ça. Quelque chose qui se réduit. Enfin. Et je pense que c'est important dans la NLS d'avoir comme ça la participation de nombreux collègues de lieux divers et qui ont reçu des des enseignements aussi de par la tradition divers aussi, qui ont rencontré l'enseignement de Lacan. Comment eux-mêmes font-ils avec ça? Comment ont-ils pu, je ne sais pas, s'extirper aussi de ce qu'ont pu faire les post-freudiens, par exemple en Grande-Bretagne, comment ont-ils pu s'extirper du recouvrement post-freudien, c'est-à-dire le recouvrement par le moi, n'est-ce pas? Et de mettre ça à l'épreuve. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas une question précise, mais je trouve ça, d'abord, le thème est absolument passionnant, je trouve passionnant. Je me faisais la réflexion, on a fait un congrès de la NLS sur l'interprétation à Paris en 2009. Oui. Je me disais, au fond, est-ce qu'on va transformer l'essai? Parce que, bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre les choses par un autre bout? Est-ce qu'on va faire quelque chose d'autre? Enfin, ça, c'est plus une question comme ça que je me suis posée, parce qu'on avait ici, au CRIM aussi, fait toute une année de séminaire sur l'interprétation à l'époque. C'était quoi le titre du congrès? L'interprétation lacanienne, qui avait lieu L'interprétation lacanienne. En 2009, j'étais vice-présidente de la NLS à ce moment-là, je me souviens donc très bien, avec Pierre Gilles qui avait... Et il y a donc un certain nombre de publications qui existent, c'est très utile, pour servir de tremplin au travail de l'année qui vient. On a traduit en néerlandais aussi pas mal de choses. Je dis ça pour mon collègue Kring. La séance de Lune Bellevue que vous avez citée, elle est traduite en néerlandais, etc. Bon, donc on a un matériel. Enfin, ça c'est la première chose que je voulais intervenir pour dire ça. Sinon, oui, évidemment, quand on travaille cette question, on a affaire au bouger dans l'enseignement de Lacan. Et donc, on est... Bon, le Lacan du séminaire 6, c'est pas tout à fait pareil qu'après le séminaire 20. Enfin, bon, voilà. Donc, je pense que c'est là que... Évidemment, alors ça devient langue de bois si on commence à parler de l'inconscient réel qu'on répète après mais qu'est-ce que c'est? La différence qu'a introduit Jacques Alain Miller dans les ans derniers Lacan avec l'inconscient transférentiel, etc. Oui, mais c'est pas si clivé que ça. Lui-même, Lacan, il se pose la question, ce réel et ce imaginaire, c'est une équivoque entre les deux. C'est ce qu'il dit dans le symptôme, si tant est qu'il est réel. Voilà. Et lui, bien sûr qu'il insiste sur son borroméen, sur le trou, sur le fait que le nœud soit réel. Mais pourquoi il est réel, le nœud? Parce qu'il noue le symbolique, l'imaginaire est réel, et qu'on distingue aucune
une des consistances comme telle. Voilà, que l'une n'a pas le pas sur l'autre et qu'elles sont équivalentes. Et c'est comme ça. Il dit même, c'est ma réponse à Freud, ma réponse symptomatique à l'inconscient freudien. Voilà. Donc comment nous, à partir de ce qui se noue comme ça, je crois qu'on a fait du chemin sur le symbolique, le réel, l'imaginaire, ça traverse tout l'enseignement de Lacan. Depuis le début, il en parle, depuis le début. Et après, il en fait un nœud. Et voilà, il en fait comme sa propre réponse, c'est le réel pour lui. C'est son symptôme. Voilà. Et c'est sa réponse à Freud. Freud qui avait déjà buté sur ce point. Effectivement, la tréméthylamine, on peut très bien dire, ah oui, c'est la formule du sperme, etc. On ramène ça encore à de la signification, à du sens, etc. Non, effectivement, c'est le point où il n'y a plus rien à ajouter. C'est là où, quand il fait son œuvre romain, d'ailleurs, regardez dans la 3e, il situe l'inconscient entre l'imaginaire et le symbolique, n'est-ce pas, comme une espèce de champ qui dépasse le nœud et qui s'enracine dans le rang du réel. Vous voyez, comme vraiment, c'est là que c'est vraiment le réel comme insaisissable. Hein. On ne peut pas se saisir l'inconscient comme tel, mais on peut se saisir ses bords. Voilà. C'est là sans doute que c'est la place dans la cure, quand vous dites oui. Que ça n'a pas la même place au début d'une analyse, voilà. à la fin d'une analyse. Voilà. Si, sans doute, on ne rêve pas de la même chose, sans doute, mais on y donne une autre place. Oui. Je ne sais pas très bien, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a ici la question de l'interprétation, parce qu'il n'y a pas de formation d'inconscient, pas d'inconscient sans son interprétation. J'ai mis place et interprétation. Voilà. C'est vraiment ça qui est, c'est noué. Et bon, actuellement, vous évoquiez là tout à l'heure, il y a eu un temps où dans la passe, on rapportait, d'ailleurs c'était un motto, c'était tiens, où est passée l'interprétation, ou alors on avait plein de rêves, mais qui absolument, comme ça. Au fond, il y a quand même un grand bouger maintenant. On voit ça actuellement, après le débat qu'il y a eu récemment, la question d'école, etc. C'est dans les discussions. Absolument. C'est un sujet, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait des rêves comme ça dans les témoignages de passe qui souvent se réduisent. Je dirais, au fond, quand on a une multiplication de rêves dans un témoignage de passe, il y a déjà quelque chose de raté. Dans la mesure où c'est une efflorescence, il n'y a pas quelque chose qui s'est réduit. Absolument. Et alors, toute la question, c'est au fond que souvent on constate qu'une analyse se termine avec un rêve qu'on apporte, que le passant peut apporter comme une sorte de preuve. Et on discute beaucoup de ça. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça se suffit ça? En quoi est-ce que c'est quelque chose? Voilà. Quelle est la place de ça? Voilà. Quelle est la fonction de ces Exactement. rêves dits de fin d'analyse? Voilà. Est-ce qu'ils ont une écriture spéciale? Justement, est-ce qu'ils sont plus proches d'un réel qui est un trou? Voilà. Et Voilà. Mais en quoi ça l'indique? Ce sont toutes des questions. En quoi ça l'indique? Voilà. Parce que, si vous voulez, on ne va pas arriver à ce qu'avait fait Leclerc avec Puccelli, c'est-à-dire qu'on avait aussi une formule. Voilà. Hein, le rêve devenant formule de fin d'analyse. Non. C'est arrivé encore à quelque chose là. Non. Il faudrait que ça puisse se diluer et que quelque chose du désir s'impose. Pas besoin qu'il y ait... Ou alors c'est un rêve qui n'est pas interprété. Oui, et qu'on utilise comme un dernier mot. Voilà, comme un dernier mot. Voilà, un dernier mot. Voilà. Et alors la question, c'est évidemment, on peut se demander, bon, est-ce qu'on rêve après avoir été là, etc. Analyser. Est-ce qu'on rêve encore et comment? Est-ce que c'est différent? Ah voilà, mon rêve. C'est tout un terrain d'investigation. Oui, moi j'en ai parlé une fois. J'ai dit que, une fois, quand j'arrivais des choses, même dans mon travail, ou difficultés, je convoquais mon analyste, qui
Jacques Lacan commençait, et donc je rêvais de lui. Et je trouvais la solution le lendemain matin. Et c'était très court, mais je le reconvoquais. C'est ma manière de faire, c'est de rêver. Mais voilà, après l'analyse, bon, alors on pourrait dire, ah ben c'est pas débarrassé de son analyse, oui, mais c'est dans mes rêves, quand même. Enfin, c'est pas de lui dont j'ai besoin. C'est d'un témoin. L'inconscient, est-ce que c'est ça la phrase de Lacan dans son séminaire quand il parle de l'inconscient reste l'autre? Il dit, voilà. Est-ce qu'on s'identifie à son symptôme à la fin de l'analyse? Absolument. À quoi est-ce qu'on s'identifie? À son inconscient? Oui. Non, l'inconscient reste l'autre. Je trouve ça... Absolument. Ça, c'est important, ça, parce que ça veut tout dire... à fait. On n'élimine pas l'inconscient. Non. On n'en maîtrise jamais. Et si vous voulez, si on avait l'idée qu'on serait vraiment débarrassé de l'inconscient, qu'on n'aurait plus arrivé, c'est plus le trou là. Ce ne serait plus un trou. Non, c'est plus un trou. Ce serait un plein ou quelque chose de vraiment... ce n'est plus un trou. Un trou, ça a des bords. Donc il y a quelque chose de... effectivement, on ne rêve plus de la même façon après avoir été analysé. Mais est-ce que vous pensez, pour sauter sur autre chose, bon, je prends la parole, après je m'arrête, est-ce que les analysants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils accordent une importance comme nous on pouvait l'accorder à 30-40 ans? C'est une question que vous en discuter avec lui aujourd'hui. Tu peux redire la fin de ta phrase, j'ai pas compris. Est-ce que les analysants d'aujourd'hui... Les jeunes analysants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils accordent d'emblée une certaine importance à ce que ça pourrait être une formation de l'inconscient? Je pense que non. Personnellement, j'ai l'impression, ça dépend desquels, mais que quand même, un certain nombre de gens qui viennent à l'analyse, beaucoup plus qu'avant, c'est déjà tout un travail de se rendre compte qu'il y a de l'inconscient. Il y a de l'inconscient. Sans qu'on hausse les épaules et qu'on dise, bon, ça c'est vieux jeu. Oui, c'est devenu maintenant l'inconscient passé à la moulinette, voilà. Je trouve ça une question aussi aujourd'hui, ça. Enfin, la place de l'inconscient aujourd'hui dans les cultes. Il y a un moment déjà un forçage entre guillemets, il y a quelque chose sans doute. Et, oui. Bon, voilà. L'inconscient engendre aussi, et donc, un rapport à l'inconscient, donc amour pour l'inconscient, donc savoir aussi. C'est quand même aussi toute la question du désir et de l'amour qui se pose là. Oui, oui. Parce que la question de l'inconscient, c'est finalement la question de l'amour aussi. Et du transfert. Et du transfert, oui. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que le rêve est adressé à l'analyste, c'est le transfert. Hein, voilà, il lui apporte quelque chose qui pourrait... C'est pour ça que ce n'est pas rien dans vos cures si l'analysant commence à rêver de son analyse d'ailleurs. Oui, oui. C'est toujours le moment qui... Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. C'est même une définition de l'inconscient. Voilà, c'est ce qui représente le sujet par un signifiant pour un autre. Enfin, c'est ça le transfert aussi. Voilà, c'est ça, ça pourrait s'écrire comme ça. C'est un transfert de signifiant. C'est le signifiant c'est le discours de l'inconscient. Ça rentre. C'est le transfert qui permet ça. D'ailleurs, je pense que vous avez raison, mais il y avait déjà ça du temps de Freud. Oui, il y avait ça, puisque lui, il parle même d'endoctriner, vous voyez, l'homme aura, là, qui avait même lu ses livres, enfin, il parle de ce temps. Et Lacan reprend ça en disant, après tout, avec un analysant, il faut lui montrer aussi de quelle manière il faut s'analyser, il faut lui indiquer aussi. Il faut lui montrer comment procéder. Il ne faut pas le laisser s'égarer trop et lui dire comment on s'analyse aussi, comment on peut s'analyser. Il dit ça très clairement à un moment donné, je ne sais plus dans quoi déjà. Mais la direction de la cure, il pose la question. Oui, un peu plus tard. Est-ce que vous énoncez la règle
que ça existe? Je me rappelle d'un débat de Jacques-Alain Miller, quand c'était tous interrogés sur qu'est-ce qu'on dit aux analysants cliniques? Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on formule, parler librement en n'oubliant, en n'ayant pas peur de dire des bêtises, comme dit Lacan à propos de la règle fondamentale, c'est ça en fait? Est-ce qu'on le dit aujourd'hui ou pas? Oui, parce qu'il ne suffit pas de couper et de laisser. Voilà, oui. Bien sûr que c'est une question qui se posait déjà au temps de Freud, mais sans doute elle ne se pose pas de la même façon aujourd'hui. Et là, ça m'a particulièrement frappé l'année passée quand on a été réunis ici à Gand pour cet après-midi sur sa place. Et une des choses qu'elle avait souligné aussi, c'était à quel point, aujourd'hui, c'est beaucoup moins qu'à son époque et dans son parcours, c'était la question de la répression, quoi. Enfin, l'interdiction de jouir qui était en jeu, que c'était pas ça le problème aujourd'hui, mais que c'était justement la question de l'amour, puisque on est à l'époque de montée aux élites sociales de Gérard, et la jouissance, ça déborde, c'est pas ça qui fait problème, c'est pas qu'il est interdit de jouir. Ce qui est devenu un problème, c'est l'amour. Et donc là, par rapport à la question du transfert, à la question de l'amour pour le savoir, à la question justement de l'intention transférentielle, je trouve que c'est quand même la même question là. Si c'est. Enfin, bon, j'ai pas de réponse, c'est quelque chose qui fait beaucoup de questions pour moi. Oui, c'est pour ça que moi je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas faire une analyse en se préoccupant uniquement de la jouissance, parce que la jouissance, ça fonctionne tout seul, comme vous dites, et puis là, en plus, quand il n'y a plus du tout les tabous sont tombés, etc., c'est pas ça qui peut faire fonctionner une analyse. C'est pas en se branchant tout de suite sur la question de la jouissance et en essayant de trancher là-dedans. Non. C'est pour ça qu'il faut la dimension transférentielle. Et vous avez vu que le titre pour l'AMP, par les psychoses ordinaires et les autres, sous-transfert, n'est-ce pas? Sous-transfert, c'est tout à fait essentiel pour parler de psychanalyse. Donc là, dans le titre, on met l'accent sur l'acte de l'analyse, sur l'interprétation. Il faut un petit peu revenir à ça, oui. Remettre un peu le projecteur. Mais alors on se rend compte en effet que oui, la jouissance ça va tous azimuts, il y a moins de répression, etc. Mais ô combien il peut y en avoir, justement, pas à un niveau toujours social, mais subjectif. Il y en a, ça existe toujours. Le confinement, le problème, c'est assez impressionnant. Moi, justement, à propos de ce que j'évoquais tout à l'heure, là, de ces couples, etc., moi, j'entends ça à longueur de journée, la plainte de gens très jeunes qui vivent ensemble, qui n'ont plus de rapports sexuels, et qui sont jeunes et qui vont chercher ailleurs leur jouissance. Bon, ils restent ensemble parce qu'il y a en effet autre chose qui les fait tenir ensemble, l'amour qu'ils ne trouvent pas ailleurs et qu'ils ne cherchent pas ailleurs de toute façon. Bon, mais jusqu'à un certain point, quand il n'y a pas incompatibilité d'humeur, vous avez des comme ça, chez de jeunes personnes. Ils font 2 enfants et puis après c'est terminé, il n'y a plus, on baisse plus. Ouais, curieusement, dans un monde où tout est permis, et ça ne baisse plus. Oui.
Je me rappelle que Muller, dans le séminaire qu'il avait donné à Barcelone, qui a été publié dans le syndrome charlatan, accentue que la dimension formation de l'inconscient veut dire deux choses au fond. C'est la formation en tant que fini, mais c'est aussi la voie de formation, le processus de formation d'un symptôme, qui dans la clinique freudienne classique sont les voies du conflit. Les symptômes se forment en tenant compte avec les exigences, les trois instances du sujet au fond. Peut-être qu'aujourd'hui on est moins intéressé dans le côté formation de l'inconscient, en tant que ce qui peut surgir dans une cure ou dans un échange, que dans les voies même de la formation de l'inconscient. C'est-à-dire qu'au fond, la clinique du nouage n'est plus tellement une clinique du conflit, mais une clinique de comment un symptôme existant pour lequel l'analyse en vient, ce point, etc., peut se renouveler. C'est-à-dire comment reparcourir les chemins de la formation, de la formation de l'inconscient. C'est-à-dire comment elle peut se modifier le symptôme. Et peut-être qu'on est aujourd'hui plus préoccupé par cette question-là que par le côté, au fond, quel désir ou quelle vérité parle dans une formation de l'inconscient. C'est-à-dire, les demandes d'aujourd'hui sont peut-être plutôt du côté de comment dénouer un symptôme existant pour qu'il y ait une autre forme de nuage, un nouveau symptôme. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est au fond la formation de l'inconscient. Je ne sais pas si... Oui, mais pour symptôme, vous ne pouvez pas le prendre de front. Absolument pas. Et il faut bien qu'il y ait des choses qui émergent et qui soient de l'ordre, en effet, de l'émergence, de la trouvaille, comme dit Lacan, de la surprise, justement de l'inédit. On ne peut pas aborder le symptôme avec ce qui se sait déjà. Le patient, ou l'analysant, s'il vous déroule comme ça, comme dit son quotidien, eh bien, il n'apprendra pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut saisir de plus près parce que le symptôme, c'est aussi ce qu'on met dans les formations de l'inconscient. C'est aussi une formation de l'inconscient. Et puis il y a un irréductible aussi qui rejoint justement l'inconscient réel, le symptôme en tant que réel à ce moment-là. Mais c'est irréductible. Alors, bon, on ne voit pas le symptôme dans ce registre-là, mais comment l'aborder? C'est un nœud signifiant, le symptôme aussi. Quand on fait un nœud signifiant. C'est pas uniquement des ronds de ficelle. Parce que si on dit rond de ficelle, sans le signifiant, qu'est-ce qu'on va rabouter, qu'est-ce qu'on va épissurer, qu'est-ce qu'on va retourner, comment on va refaire le nœud? On va le faire refaire à partir du signifiant. C'est sans pour autant tout recouvrir ou noyer dans le signifiant, mais comment faire? C'est pas, faut pas dire à son analysant de faire des nœuds. Enfin, ça, c'est Lacan qui le faisait. Ça m'a frappé, moi, en effet, dans ces tout derniers séminaires, Lacan, quand même, bon, il y a tout 13-23 avec les nœuds, etc. Mais par exemple, dans Le monde non plus, il y a des phrases toutes simples. Par exemple, quand il dit l'analyse défait par la parole ce qui s'est fait par la parole. Mais oui. Bon. Ça a l'air, c'est le B à bas, mais absolument. Même dans le dernier enseignement de Lacan, dans sa conférence, dans ses textes de 75, 77, absolument. Il y a des choses très précises sur les formations de l'inconscient, même s'il dit qu'il faut trouver un autre mot que Freud pour l'inconscient, etc. Jamais il lâche sur la question de c'est par la parole. Et absolument, il ne lâche jamais là-dessus. Et en plus, il veut trouver un autre mot. Mais quand Jacques-Alain Miller l'interroge dans la télévision, il dit drôle de mot, l'inconscient. Alors il dit on n'en a pas trouvé de meilleur.
Voilà. Mais seulement, il faut arrêter de tout confondre avec... il faut sortir de... C'est pour ça qu'il insiste sur le « un », n'est-ce pas, de U majuscule, qui n'est pas le « unbewusst », sans le « e » à la fin, qui n'est pas la chose inconsciente. Pas quelque chose d'inconscient. Donc, effectivement, on ne peut en passer que par la parole. Pas moyen de faire autrement. Et quand il choisit des mots comme ça, comme parlait une bévue, c'est pour justement à nouveau réduire cet équivoque avec les choses qui seraient inconscientes, avec l'adjectif. Donc, il en rajoute une bévue, c'est le dernier après par lettre. Mais il n'abandonne pas pour autant par lettre. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui. L'inconscient n'a de corps que de mots. Ça, c'était dans les propos sur l'hystérie. C'était à Bruxelles, en 77. Ouais. L'inconscient n'a de corps que de mots. Alors, Nathalie, vous voulez me poser une autre question? Vous êtes rassasiée. Voilà, toutes ces références bibliographiques, voilà, ça nous donne en effet certainement l'idée que c'est un thème qui nous invite de voyager dans l'enseignement de Lacan. Voilà. Oui. C'est un retour à Freud. Revu et par Lacan, prolongé par Lacan. Et prolongé par Lacan, voilà, c'est ça. Mais comment ça se fait que, aussi, après chaque problème, difficulté, quand il est dans le monde psychanalytique, avec les sociétés, ce soit sur le mot inconscient qu'il revienne? Comme ça qu'il ouvre les 4 concepts, n'est-ce pas? En 64, justement après l'excommunication. Il revient là-dessus, il remet ça sur le tapis. Et à la fin, au moment de la dissolution, il ne fait que parler de ça. À nouveau. Et il n'y a pas d'inconscient collectif, voilà, il insiste là-dessus. C'est des choses simples, comme disait, n'est-ce pas? Et effectivement, comme vous dites, il y a à relire des choses qui sont... Bien sûr, les formations de l'inconscient, c'est une époque. On voit comment ils traitent ça, mais déjà, avec l'injection faite à Irma, les références que je vous ai données, là, de Lucia Dauer, et puis plus tard, après... alors il y a le rêve de la belle bouchère, il y a le rêve de la petite Anna, il y a le rêve du patient de la Charpe, il y a le rêve de l'eau qui dort, il y a quoi d'autre encore, il y en a pas mal qu'il analyse. Il a beaucoup il est revenu énormément sur les rêves, il a beaucoup parlé des rêves. C'est le truc de contrebande là, dans la direction de la cure à la fin. Absolument. Un jeu obsessionnel dont la femme fait un rêve. Oui, absolument. Et puis elle lui rapporte. Et donc ça interprète quelque chose pour le patient qui rapporte le rêve de sa femme. Donc c'est un matériel qui lui appartient. C'est pas la femme qui a analysé. Mais parce qu'il en parle en analyse, voilà, ça c'est... D'ailleurs, c'est le rêve de sa femme qui lui guérit son impuissance. Donc... Exactement. Voilà. Donc on n'est jamais assez de deux en analyse. On est toute une bande, c'est le cas de dire. Sans que ce soit un inconscient collectif. Sans que ce soit un inconscient collectif, pas du tout. C'est que c'est lui, ça l'a fait réagir. On va tout doucement devoir conclure, mais je me dis que
en vous écoutant. Et, à l'heure actuelle, vous savez ce qu'on est en train de vivre en Belgique avec la loi qui règle toutes les professions psy. Je trouve vraiment que ce titre et ce thème tombent terriblement bien. Vraiment, parce que en effet, pour mettre de nouveau sur l'agenda un congrès de psychanalyse, ce dont il s'agit justement, l'inconscient, et donc dans le prolongement, la question du transfert. Quand on lit la loi qui a été votée, approuvée en juin, bien sûr, voilà, on va... dans une loi, on ne doit pas mettre quelque chose par rapport à l'inconscient, mais c'est une loi qui nie tellement l'existence du transfert qui forclôt complètement cette question-là. Donc c'est à nous de le remettre sur le tapis. Et c'est vraiment le moment, je pense. Et politiquement, c'est vraiment... Oui, oui. C'est pas dans une revendication que ça se fera, c'est en disant ce que nous faisons, en nous mettant, nous, au clair avec ça. Enfin, au clair. Non, mais... Entre nous, je veux dire, en parlant, c'est ça que je veux dire, parce que pas sûr que, voilà, il y a tout à comprendre, contre quoi Lacan nous met bien en garde, quand il s'agit de l'inconscient, justement. Mais non, par rapport de dire ce que nous faisons. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous avions obtenu avec le ministre de la Santé de l'époque à Paris, où il avait fait un discours en disant on ne peut pas, l'inconscient n'est ni évaluable ni mesurable. Voilà, et là, parce que c'était l'époque où il y avait l'évaluation, vous vous souvenez, qui s'est vissée, en plus, il y a eu cette réglementation qui s'est faite aussi, enfin tout va ensemble d'ailleurs. Et donc on avait parlé de ce que nous faisions, c'était pas seulement on est les meilleurs ou c'est nous, on détient la vérité, mais pourquoi on nous la donnerait comme ça, comme si on nous croirait? Il faut qu'on se démène, non? On le démontre et voilà, il n'y a aucune raison qu'on nous croie sur parole. C'est une hypothèse d'ailleurs, l'inconscient. Alors montrons ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Sinon on est avalé, on va être mangé comme des petits cochons ou les petits cochons vont nous manger. Voilà, donc témoigner ce que nous faisons, mais aussi témoigner ce qui s'énonce, justement. C'est par ça que vous avez commencé, par l'inconscient, c'est ce qui s'énonce. Bon, je pense que vous nous avez donné plusieurs pistes. En tout cas, ça me donne envie d'aller revoir plusieurs références. Et donc, on va bientôt recevoir l'argument, avec une première liste bibliographique. Avec des premières références, et puis après d'autres seront données, et ainsi que peut-être des idées d'axes de travail, comme ça, ne serait-ce que pour, n'est-ce pas? Voilà. Ok, merci beaucoup. Bien, merci.